Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 25 janvier et voici les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. Une annonce qui fait beaucoup parler depuis hier au soir, la suspension de Thierry Henry dans ses fonctions d'entraîneur. Nous y reviendrons. Le Monaco Economic Board vient de présenter ses vœux ainsi que les nouveautés 2019. À l'occasion du Festival international du cirque de Monte-Carlo, le Pen Club de Monaco vient d'organiser une conférence autour d'Apollinaire et le cirque. Et enfin, notre invité du week-end, Xavier Emmanuelli, il était à Menton pour donner une conférence à Sciences Po dans le cadre de l'école d'hiver en partenariat avec la coopération internationale de Monaco. L'AS Monaco a annoncé hier au soir la suspension de Thierry Henry dans ses fonctions d'entraîneur, une nouvelle qui a fait grand bruit dans le monde du football à 2 jours d'un déplacement capital face à Dijon, un concurrent direct pour le maintien. Le point avec Émilie Rousseau. Une centaine de jours sur le banc de l'AS Monaco et puis s'en va. Nommé en octobre dernier entraîneur de l'AS Monaco, Thierry Henry a été suspendu de ses fonctions jeudi soir. Une annonce qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre. L'ancien gunner s'était pourtant présenté en conférence de presse avant un déplacement capital à Dijon, concurrent en direct au maintien. Son discours ne laissait pas présager un départ précipité. Il avait d'ailleurs réaffirmé son ambition de sauver le club. Les dirigeants de l'AS Monaco en ont voulu autrement. En octobre dernier, pourtant, Vadim Vassiliev était heureux de présenter l'enfant du club à la presse. Le vice-président ne lui avait alors pas fixé d'objectif. L'AS Monaco était 18e au classement. Thierry a été un très grand joueur, mais nous n'avons aucun doute qu'il sera un très bon entraîneur. Pour sa première expérience en tant qu'entraîneur, Thierry Henry n'aura pas su redresser la barre. Son bilan, 4 victoires pour 20 matchs sur le banc monégasque. C'est vrai que c'est très difficile pour les supporters, parce que c'est un moment où on a tous besoin d'être présents au stade, mais c'est quand même très difficile d'y aller en ce moment. On est là, on est derrière l'équipe, on est derrière les dirigeants, on veut que le club s'en sorte parce qu'on est très fortement attaché à ce club-là. Mais à voir si peut-être Leonardo Jardim arrivera à redresser la barre, en tout cas, on l'espère. En effet, quelques heures après la suspension de Thierry Henry, les dirigeants de l'AS Monaco ont trouvé un accord avec Leonardo Jardim, l'ancien entraîneur des Rouges et Blancs, limogé il y a 3 mois et demi. C'est étonnant parce qu'effectivement, on le licencie 3 mois avant et pour le reprendre maintenant. Après, il a un gros avantage, c'est qu'il connaît bien le club, il connaît bien la maison, il connaît bien les joueurs. Donc là, il n'y aura pas vraiment de phase d'adaptation. Est-ce qu'il y aura justement aussi un choc psychologique comme on peut attendre et comme on a attendu pour Thierry Henry? Pas sûr non plus, parce que du coup, c'est un peu du réchauffé. Je ne sais pas, honnêtement, c'est un peu la solution pour ne pas prendre de risques, pour ne pas descendre, je pense, qu'ils ont pris Leonardo. Maintenant, j'espère que ça va fonctionner. Et après, on n'était pas mécontent de ses résultats ces dernières années. Alors pourquoi pas, on sait qu'il peut remonter la barre. Et avec ces nouveaux joueurs, justement, on espère que ça va remonter. Ouais. Leonardo Jardim devrait retrouver le banc monégasque mardi pour la demi-finale de Coupe de la Ligue face à Guingamp. En attendant, c'est Franck Passy qui devrait assurer l'intérim face à Dijon. D'autres mouvements sont évoqués en interne. Michael Emenalo, le directeur sportif du club, serait sur le départ. Les traditionnelles cérémonies de vœux se poursuivent en principauté. C'était au tour du Monaco Economic Board de se réunir au Monte-Carlo Bay. L'occasion de faire le point sur l'année écoulée et les perspectives d'avenir. Vanessa Dessy était sur place. Près de 500 acteurs économiques de la principauté ont participé à ce networking. Le Monaco Economic Board a réuni ses membres le temps d'une soirée. Ces échanges business permettent d'optimiser et d'étoffer les réseaux professionnels. Une réelle opportunité pour les entrepreneurs monégasques de tisser des liens bien au-delà des frontières. Ce rendez-vous des adhérents a également permis de revenir sur les différentes missions 2018. Sous l'initiative d'ailleurs de la Fondation Prince Albert II, qui nous a appelés pour venir avec eux. Ça a été un très grand succès puisque nous avons rencontré vraiment les plus gros responsables de l'économie de Dubaï, qui font partie d'ailleurs dans les 5 plus grandes fortunes selon Forbes des États d'Arabes Unis. Je voudrais revenir un petit peu sur ce merveilleux voyage à Pékin, qui était absolument exceptionnel, qui était vraiment ce que nous désirons de plus en plus, c'est-à-dire
la coordination des entités publiques et parapubliques à l'étranger. Les adhérents pourront se retrouver à nouveau début février lors d'une mission économique en Inde, pays émergent aux nombreux atouts mais qui constitue un véritable défi. Cette année, nous allons aller très prochainement, à la fin du mois, à New Delhi, en accompagnement d'une visite officielle de Son Altesse le Prince Albert II, sous l'égide de Son Excellence Patrick Médecin, qui est notre ambassadeur en Inde. Donc je pense que ça va être une mission importante. Nous sommes plus d'une trentaine. Donc vous voyez qu'en peu de temps, nous avons réussi à réunir de très beaux secteurs de l'économie monégasque avec nous. Guillaume Rose est appelé à renforcer les équipes très prochainement au sein du Monaco Economic Board. Sa nomination sera officielle à l'occasion des 20 ans du MEB le 21 mars. Ce début d'année était l'occasion également pour Jean-Louis Grinda, le conseiller national du groupe Union Monégasque, de s'adresser à l'ensemble des médias de la Principauté. Il tenait aujourd'hui un point presse sur les grands dossiers sociétaux à venir en 2019. Il revient sur ces différents enjeux au micro d'Alexandra Pani. Jean-Louis Grinda lui aussi souhaitait s'adresser aux médias en ce début d'année pour notamment leur adresser ses meilleurs vœux, mais pour revenir aussi sur cette fin d'année 2018 qui était une première pour lui, car comme il l'a rappelé, c'était la première fois qu'il votait le budget primitif pour 2019. Il souhaitait s'expliquer. J'ai senti de la part du gouvernement une plus grande écoute à mes propositions que j'avais défendues avec le groupe Union Monégasque lors de la dernière campagne électorale, et donc notamment sur le fonds de réserve constitutionnel, sur maintenant le fait que nous n'allions plus jamais procéder par troc dans les opérations immobilières. J'ai senti de la part du gouvernement également des grandes avancées sur l'égalité homme-femme avec la question du statut du chef de foyer que nous avons évoqué et défendu à de nombreuses reprises. C'était l'occasion également d'aborder de nombreux dossiers qui rythmeront 2019, tels que les négociations avec l'Union européenne, la dépénalisation de l'IVG ou encore le futur débat sur la nationalité, sans oublier les questions du logement. Je crois qu'il faut arrêter, pour le public, pour les élus et pour le gouvernement, il faut arrêter de s'invectiver de la sorte avec des chiffres. Parce que ces chiffres ne sont manifestement pas les mêmes, et tant que nous n'aurons pas les vrais chiffres en principauté, de combien d'appartements dispose-t-on dans le domaine, ça on le sait, combien sont réellement habités, ça on ne le sait pas. S'il y en a 5 ou 6 qui ne sont pas réellement habités, on peut considérer que le problème est plus que marginal, et il faut le régler, mais ce n'est pas fondamental pour l'avenir. Mais s'il y en a 100 ou 150, ce qui est certainement exagéré, mais là, ça pose un autre problème et ça peut régler la situation de bien des familles en difficulté aujourd'hui qui n'obtiennent pas un logement. Je suis pour qu'on avance dans la clarté et dans la plus grande transparence. C'est l'intérêt du pays. Une année 2019 riche en rendez-vous pour le gouvernement et le Conseil national. À l'occasion du 43e Festival international du cirque de Monte-Carlo, le Pen Club de Monaco a organisé une conférence autour d'Apollinaire et le cirque, de quoi bien démarrer l'année culturelle. Reportage de Charlotte Moreno et Orazio Gaggino. Dans la plaine, les baladins s'éloignent au long des chagrin. Saltimbanque, le poème de Guillaume Apollinaire interprété par Yves Montand a résonné dans l'auditorium du lycée technique et hôtelier pour ouvrir le thème Apollinaire et le cirque. En présence de nombreuses personnalités, c'était un rendez-vous important en Principauté, à la fois pour le 43e Festival du cirque de Monte-Carlo, mais aussi pour célébrer le centenaire de la disparition de l'auteur. L'occasion de revenir sur ses racines monégasques. On sait qu'Apollinaire a séjourné à Monaco avec sa mère et son frère Albert, et peut-être un des amants de Madame Apollinaire, Monsieur Veil, qu'on appelait l'oncle Veil. Ça, c'est une certitude. Mais il y a des choses plus obscures. C'est que pourquoi est-il à Monaco? Parce qu'il aurait été, dirigé vers Monaco par un ecclésiastique dont certains, à un moment ou à un autre, ont dit qu'il pourrait être le père d'Apollinaire, puisque Apollinaire est né de père inconnu. Même encore aujourd'hui, on ne connaît pas le nom du père d'Apollinaire. Alors, est-ce que c'est vrai? Voilà. Donc, il y a une part de mystère et une part de... La vérité, c'est qu'il a vécu là pendant son enfance, qu'il est allé au collège Saint-Charles.
y suivre des études jusqu'à ce que le Collège Saint-Charles ferme et qu'il aille au lycée Stanislas de Cannes. Le poète a aimé, défendu et fréquenté le cirque, une discipline très présente dans ses œuvres dont la plupart ont été lues et expliquées au public. C'était la première conférence de l'année pour le Pen Club de Monaco. Notre 51e année, puisque nous avons eu l'honneur récemment de fêter notre jubilé en présence de notre souverain. Et cette conférence est organisée par le Pen Club de Monaco, en partenariat avec la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports et de 2 autres associations qui sont l'AMCA, l'Association monégasque pour la connaissance des arts, et l'Alliance française de Monaco. Le club organise tout au long de l'année des ateliers littéraires et remet également des prix. Nous avons le prix Armand Lunel, qui est un prix international de nouvelles, le prix d'Émile Maud, qui est destiné aux lycéens monégasques, et un prix d'écriture théâtrale que nous organisons avec le Centre méditerranéen d'études françaises de Cap d'Aille. Pour ces 3 prix, un trophée réalisé par l'artiste monégasque Belinda Bussotti est donné chaque année. Un trophée d'honneur avait été remis à Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II à l'occasion du jubilé du Pen Club. Il est temps de recevoir notre invité du week-end. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes à Sciences Po Menton avec Xavier Emmanuelli. Bonjour. Bonjour. Vous allez donner dans quelques instants une conférence sur le thème « Les enfants en situation d'exil ». C'est-à-dire, quel message vous voulez faire passer aux jeunes qui vont vous écouter là? Premièrement, cet exil, c'est un phénomène qu'on a sous les yeux et on ne prend pas les mesures. Et moi, je voudrais insister sur le fait qu'il y a plein d'enfants. C'est une majorité d'enfants qu'il y a sur les routes de l'exil. 51%, je crois, Ouais. même de sont jeunes ou tout jeunes majeurs, il me semble. Des enfants et des préadolescents, des ados. Donc c'est la majorité des gens qui sont sur les routes. Vous voyez, ça, on ne sait pas, ou en tout cas, on ne le relève pas assez. Deuxièmement, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation internationale d'immigration. Il y a 20 000 enfants qui se sont perdus en Europe, on ne sait pas où ils sont. Ils ont disparu. On peut penser à l'exploitation sexuelle, l'exploitation du travail, des enfants en perdition. Alors, pourquoi ils prennent la route? Parce que ceux qui doivent les protéger ont failli. Ils ont subi des violences, des agressions. Alors, donc je dis, il y a avant, qui les oblige à aller sur les routes. Il y a le long du trajet. C'est un trajet plein de violence. Et là, un enfant, c'est fragile. Et même quand ils sont adolescents, encore plus même. Ils perdent des choses. Ils perdent dans les comportements. Ils sont nulle part. Ouais. Ils perdent de la richesse du langage. À qui faire confiance? Parce que sur les routes de l'exil, c'est chacun pour soi. Et lorsqu'ils arrivent en Europe, et alors là, c'est la suspicion. Est-ce que tu es majeur? Est-ce que tu es mineur? Où sont tes papiers? C'est des faux papiers? Où est ton Ils sont automatiquement montrés du doigt. Oui, ils sont automatiquement suspects. Et des fois, ils viennent rejoindre leurs parents. Et on ne les croit pas. Et donc, il y a un sadisme administratif. Parce qu'il faut les faire entrer dans des cases. Alors justement, là, c'est un constat que vous faites. Quelles seraient les solutions, selon vous? Déjà, je crois qu'il faut accueillir les gens. Accueillir les gens qui ont fait tout ce périple, il faut les accueillir en urgence. D'avoir des abris, qui puissent se laver, qui puissent être nourris, qui puissent... Et là, pendant quelques jours, dans ces abris-là, eh ben, on essaye d'examiner les uns les autres. Toi, tu fuis la guerre, on ne va pas te renvoyer chez toi, non, ça c'est sûr. Tu fuis la sécheresse, ça, oui, on va faire... Et toi, tu viens pour tenter ta chance parce que tu es un jeune. Écoute, on va peut-être t'accompagner. Tu n'as pas toutes les chances de venir en Europe. Mais si on te raccompagne, on te forme. On forme individuellement. Il n'y a pas de procédure automatique. De masse, il n'y a que des cas individuels. Vous savez, l'exclusion, c'est de la dentelle, c'est cas par cas. Ouais. Et c'est ça qui donne leur chance. Moi, je crois que, vous savez, il y a de la place en Europe. Il y a de la place.
Regardez, en France, par exemple, ma Puis les région- migrants d'ancienne génération ont fait la grandeur aussi de la France, Oui, de mais notre pays, puisqu'il y a toujours eu. je vous prends ma région, Ouais. la Corse. C'est juste en face. Oui, oui, qu'on connaît bien. Ils ne pourront s'en sortir un avenir qu'avec des migrations. Vous voyez, c'est un pays de vieux. Mhm. Et je crois que les migrants, bien sûr qu'il faudra traiter là, sociologiquement et tout, seront une chance pour redémarrer. C'est l'avenir. Vous avez créé le SAMU social en 93, plus de 25 ans après. Quel constat vous faites? On dort toujours dehors, sous les ponts, en France et ailleurs. Quel constat vous faites, vous? Mais c'est une société qui ne sait pas faire son lien. Il y aurait des possibilités quand même. Par exemple, on avait fait une étude-action sur la problématique psychiatrique. 30% des gens qui sont à la rue ont des problèmes psychiatriques lourds avérés. Où sont les psychiatres? Qu'est-ce qu'ils ont proposé? Ils ont été absents de cette réflexion. Et donc il y a des gens sans traitement qui sont dans la rue. Des personnes âgées, des migrants, aussi des marginaux. On n'a pas posé les vrais problèmes, si vous voulez. Il y a des familles, ça c'est nouveau, des familles avec enfants, des femmes à la rue. Quel scandale, les femmes à la rue, où tout est problème. Et d'un point de vue humain, comment est-ce que justement on se motive ou on se remotive quand on a l'impression comme ça de se battre contre des moulins à vent? Comment est-ce qu'on arrive à être motivé dans cette lutte, sachant qu'on a l'impression que le combat est perdu d'avance? Non, il n'est pas perdu d'avance. On ne baisse pas les bras parce que si vous baissez les bras, vous êtes victime de la fatalité. Non, c'est la fatalité. Mais si vous faites un tout petit quelque chose, vous participez à la marche du monde. Ouais. Vous connaissez l'histoire du colibri? Dites-moi. Il y avait le feu à la plaine, vous savez. Là. Il y avait tous les animaux qui couraient dans tous les sens pour aller au lac, pour aller au cours d'eau. Et chacun apportait, l'éléphant, qui était le mieux placé, portait sa flotte pour aller. Et puis il y avait le colibri qui arrivait, prenait un peu d'eau, puis 3 gouttes. Tout le monde se voit. La girafe dit: qu'est-ce que tu fais, toi, tout petit oiseau? Et vous savez ce qu'il disait? Je fais ma part. Exact. Et c'est une belle histoire, je trouve. Il faut faire sa part. Et vous avez fait votre part, justement. Quelle est votre plus grande fierté, peut-être? Est-ce que c'est la création du SAMU social, d'avoir cofondé Médecins sans frontières? Quelle est votre plus grande fierté dans votre vie? D'avoir traversé la vie. Ouais. J'ai pas de fierté. Vous savez, il n'y a qu'en se retournant sur les événements de sa vie qu'on dit: tiens, j'ai fait quelque chose. Mais j'ai eu la baraka, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, j'ai été aidé par la Providence. Qu'est-ce que j'ai bâti? J'ai été servi. Vous voyez. Alors j'étais un peu serviteur. Bon, on se quitte là-dessus. Xavier Emmanuelli, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Vous voyez, on est à côté de Citron de Menton. Il fait beau. Ça me donne On est l'occasion au cœur de l'hiver, c'est ce que je me dis. Oui. Et quand on vient dans le sud comme ça, ça surprend beaucoup. Ah oui, j'ai oublié mes lunettes de soleil. À la fin janvier, quelle merveille. Mais justement, on va savoir si pour le week-end il les faut. On passe tout de suite à la météo. Pour ce week-end, un temps très ensoleillé samedi et dimanche. Une bien belle nouvelle pour les célébrations liées à Sainte-Dévote, aussi bien samedi soir que dimanche matin. Température assez fraîche, mais en légère augmentation dimanche. Arrivée de quelques nuages lundi, mais pas des nuages menaçants. Peu de changements mardi et pour la fin du mois de janvier, l'avant-dernier jour du mois, le 30, retour de la pluie. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.